Bonjour à tous, merci de votre présence et en particulier merci à tous nos experts de nous apporter leur lumière sur ce sujet grave. Nous sommes sur InVivox pour ce qui concerne les chirurgiens plasticiens et c'est retransmis sur la page Facebook grand public pour les patients qui ne sont pas médecins, pour les gens qui ne sont pas médecins, pas les patients. Je voulais vous redire que la SOFCEP s'investit dans les webinaires depuis ce confinement, après la science qui a permis de faire le point sur les mesures barrières et les gestes qui permettaient à nos patients de se retrouver en sécurité, d'être rassurés par rapport à notre pratique. Nous avons eu un webinaire organisé par le syndicat sur la défense collective et individuelle des chirurgiens par rapport aux ARS et à nos établissements. Et donc, il me paraissait tout à fait logique d'envisager les conséquences psychologiques, sociétales et macroéconomiques de ce confinement, tant sur nos patients que sur nous-mêmes, et d'une manière générale sur l'ensemble des personnes qui ont été confinées. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à trois spécialistes, trois experts, Gérard Haddad, Bernard Stiegler et Pierre Grand-Dufay. Et nous sommes pour notre part trois chirurgiens candides avec le docteur Sellinger, le docteur Geoffrey et moi-même. Alors, brièvement, la SOFCEP, c'est la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens qui donc a une mission depuis plusieurs années qui est la French Touch, puisque nous allons vers on va dire des chirurgies plus soft et toujours plus performantes. Vous voyez que l'équipe s'étoffe au fur et à mesure des années. J'en profite pour vous rappeler le congrès annuel qui devait avoir le 6 juin 2020 et qui est donc reporté au 10-12 juin 2020. Et je forme le vœu que nos experts trouvent leur compte dans ce webinaire et puissent nous accompagner l'année prochaine. Alors tout d'abord, Gérard Haddad, donc, qui est psychiatre psychanalyste, né à Tunis. Il a fait des études de psychiatrie, bien évidemment, a travaillé en Israël et il est de retour en 88. Et, il pratique une psychanalyse plutôt lacanienne, si j'ai bien compris, mais il nous en parlera tout à l'heure. Bernard Stiegler est philosophe, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales, président de l'association des Amis de la génération Thunberg, président de l'Institut de recherche et d'innovation qu'il a fondé au Centre Pompidou. Il a enseigné dans différentes universités dans le monde. Un parcours, de mon point de vue, assez éclectique, mais il nous en parlera aussi. Il a créé un site internet, une école de philosophie en ligne. Et bien sûr, il est auteur de nombreux ouvrages. J'ai fait l'acquisition Dans la disruption, comment ne pas devenir fou, puisque le thème du congrès que j'avais choisi cette année, c'était l'esthétique à l'heure de la disruption. Donc, ce sera le même thème l'année prochaine. Et donc, ça me paraissait judicieux de lire auparavant cet ouvrage. Et Pierre Grand-Dufay, donc, qui est chef d'entreprise, fondateur d'un fonds d'investissement dans les nouvelles technologies. Il a été président du Conseil des prud'hommes, vice-président de l'Union pour les entreprises et conseiller régional. Auteur conférencier, il est l'auteur du roman Le Monde de Tim, qu'un certain nombre d'entre vous ont lu, je pense, sur une prospective des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Les trois candides, donc Rami Sellinger, qui a été président de la SOFCEP en quelle année, Rami? 2011. En 2011, et dont le thème du congrès était chirurgien dans un monde de l'image, me semble-t-il. Un monde qui opère l'image. Opère dans un monde de l'image. Voilà. Jean-Luc Geoffrey, qui est chirurgien plasticien à Marseille et qui est en charge de ces webinaires.
et moi-même, donc président de la Société française pour 2020 et par force pour une partie de 2021, puisque le congrès aura lieu en 2021. Donc, comment ça va se passer? Nous allons laisser parler nos 3 experts dans leur champ de compétences, puis viendront les questions. Et il nous a paru judicieux de poser les mêmes questions aux 3 intervenants pour avoir des visions parfois différentes, vraisemblablement différentes. Donc, je vais laisser la parole à Gérard Haddad, qui va commencer. Je vous en prie, Gérard, c'est à vous. Gérard, vous n'avez pas de micro. Oui, alors, il a été. C'est bon. Et là? Oui, c'est bon, Gérard. C'est bon? C'est bon. Bon, d'abord, je voulais saluer les auditeurs et je voulais aussi remercier la SOFCEP qui m'invite. Voilà une idée un peu curieuse. Je parle en tant que psychanalyste, c'est-à-dire quelqu'un qui n'attendait pas de moi un discours. Ce que je veux dire, provient de ma subjectivité. Et je m'excuse, j'aurais peut-être à dire un certain nombre de banalités. Alors vous me pardonnerez, je n'ai pas l'habitude de cet exercice que je maîtrise assez mal. Je voudrais d'abord rappeler une chose évidente. Une chose évidente, c'est que nous ne sommes pas sortis, nous vivons totalement inouïs, sans précédent, et que il y a 3 mois, personne n'aurait imaginé ce que nous vivons. Que la moitié de la planète se trouve confinée et nous, parmi cette moitié de planète. Dans nos catégories que nous utilisons, les psychanalystes de mon courant, nous appelons ça une éruption de réel. Le réel, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est quelque chose dont on ne peut à peu près pas parler. Et la rencontre du réel, c'est ce que constitue ce qu'on appelle un trauma. L'expérience que nous vivons est un trauma. Est un trauma peut-être soft, un soft trauma, bien que je ne sais pas ce que l'on dira de cela dans quelques années. Mais pour moi, la rupture de notre vie quotidienne, de tout ce que nous faisions, de tout ce que nous avions prévu, des relations familiales qui ont été arrêtées et des conséquences que cela a pu avoir, me paraît être un trauma. J'inventerai ce concept de soft trauma, bien que je ne suis pas sûr qu'il soit si soft que ça. Alors, la rencontre avec le réel, n'est-ce pas, ça provoque un certain nombre d'effets. C'est ça dont vous souhaitez, je pense, que je vous donne mes impressions. La première impression que moi j'ai eue personnellement, c'est un moment de sidération. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous dans cette situation dont nous avons, avec des moyens divers, avec des réseaux d'amis, des échanges nouveaux, originaux, comme celui que nous faisons ce soir, nous avons essayé un peu de reconstruire, parce qu'un trauma, ça fout par terre l'image de vous-même que vous vous faites. C'est une des particularités de tout trauma. La génération d'avant avait eu les camps de concentration, et nous avons le Covid. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais je pense que l'effet du Covid, pour les gens qui viendront dans les années à venir, verront que cela a perturbé pas mal de nos représentations et représentations de nous-mêmes. Deuxième effet que j'observe, que j'ai observé assez vite d'ailleurs, c'est que ce Covid, si méchant soit-il, a quand même eu un effet positif. Nous passons notre temps à éviter, à poser, avec une acuité très particulière. Vérité personnelle, puisque je vous parle à titre personnel, vérité collective, ce révélateur, cet effet de révélation que fait cette épidémie, c'est de nous montrer nos points de faiblesse, et ils sont nombreux, nos mensonges, et ils sont nombreux, aussi bien individuels que collectifs. Je vous parle très concrètement, et même avec une certaine émotion. Je vais vous donner cet exemple. J'ai une épouse qui est très affectée par un accident vasculaire.
et qui est en EHPAD. Jusque-là, je lui rendais visite quotidiennement. Et depuis que cette affaire nous est tombée dessus, il était impossible d'aller lui rendre visite. Et depuis une semaine ou deux, on nous autorise à travers une vitre et avec un masque à quelques visites une fois par 15 jours. Cette petite expérience personnelle m'a montré une chose fondamentale, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai décidé donc de reprendre mon épouse à la maison. Mais derrière mon cas personnel, et je vais le faire dans les jours qui viennent, je l'espère en tout cas, ça met en question le traitement que nos sociétés dites évoluées font aux fins de vie aux handicapés. Ça devrait être remis en question et repris d'une autre manière. C'est une vraie tragédie que vivent ces gens qui sont isolés dans ces EHPAD, même quand le personnel soignant souvent est remarquable. Et moi, je n'ai pas à me plaindre du tout du personnel de l'EHPAD dans lequel mon épouse se trouve. Et puis, nous avons cette comparaison avec les autres pays. Nous éprouvons un sentiment de jalousie, de souffrance. Notre narcissisme national est profondément blessé par ce virus. Parce que nous voyons des petits pays, la Corée du Sud, le Portugal, l'Allemagne, qui n'est pas un petit pays, ils s'en sortent beaucoup mieux que nous. Et notre petite fierté française, alors pour viser comme ça. L'état actuel psychologique que je traverse et qui est probablement très répandu, les gens, puisque j'ai ma petite promenade quotidienne, comme la plupart d'entre nous, les gens ont l'air tranquilles, ils se promènent, ils prennent le soleil, ils ne sont pas nombreux d'ailleurs. Mais je pense que le fond de l'air est de l'ordre de l'anxiété, une anxiété généralisée qui est, je trouve, totalement légitime. Si on n'était pas anxieux, si on n'était pas inquiet, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos têtes. Nous sommes anxieux, d'abord parce que ce virus, on ne sait pas. Je me promène, j'ai mis la main sur une poignée de porte, peut-être qu'il y a un virus que j'ai attrapé, peut-être que la personne que je viens de croiser m'a contaminé. Enfin, vous savez, nous avons peur des choses invisibles, les fantômes par exemple, mais aussi les compteurs Linky de l'EDF ont provoqué une grosse inquiétude. J'ai même été convoqué un jour pour un brainstorming chez EDF. Ils m'avaient promis un petit salaire, ils ne me l'ont jamais donné. Ils font des économies à EDF. Tout ce qui est invisible, les ondes 3G, la 4G, la 5G, aujourd'hui on démonte des antennes de 5G parce qu'on a peur de ces ondes. Tout ce qui est invisible. Je pense que M. Haddad a un problème de connexion. Pardon? Vous avez un problème de connexion. Un mot passant, Orla. Pardon? Excusez-moi, je vais vous couper. Vous avez un petit problème de connexion. Je vais enlever votre vidéo parce que la connexion sera un peu meilleure. Je suis désolé. Mais j'ai plus de vidéo. Ben, tant mieux. J'arrête la vidéo. Excusez-moi. Mais vous pouvez continuer à parler par contre. Très bien. Donc, je passe en vidéo, ce qui me met plus à l'aise. Donc, anxiété, disais-je, la première cause, c'est ce caractère invisible du phénomène. Et la deuxième cause, c'est que nous savons que dans le futur proche, nous allons recevoir sur la tête la plus terrible crise économique qu'on ait jamais eue depuis 1900, je ne sais quand. Une crise économique qui va mettre des millions d'hommes au chômage. Nous allons avoir quelque chose, un déferlement incroyable, sans doute de misère, de chômage, non seulement chez nous, mais dans l'ensemble du monde. Je crois que tout à l'heure, notre ami Pierre va en parler de pertinence que je ne peux le faire. Et nous assistons, alors on nous jette sur la figure des flots d'argent, d'ailleurs qu'on ne voit pas,
salaires, 1 500 €. Si, je viens de constater que personnellement, j'ai compris que l'URSSAF suspend ses prélèvements. Ce n'est pas vrai du tout. Ils continuent à prélever. Les masques sont disponibles dans les pharmacies. Tout le monde sait qu'ils ne le sont pas. Bref, ces flots d'argent qui semblent devoir se déverser, je les compare à du Doliprane sur du Covid. Et je crains que cet argent, ces primes dont on nous parle, ces milliards, comme on n'en a jamais vu, on a fait une réforme. L'État est en faillite. Comment un État en faillite peut-il distribuer des milliards? C'est une des énigmes de cette crise. Troisième cause d'inquiétude, c'est que nos dirigeants n'arrêtent pas de jeter de l'huile sur le feu de notre inquiétude. On se demande pourquoi on nous inquiète à ce point. Et je vais vous prendre 2 exemples de cette huile que l'on jette sur le feu. Et je la compare avec l'attitude de Mme Merkel en Allemagne qui rassure sa population. Nos dirigeants n'arrêtent pas de nous angoisser. On nous raconte matin, midi et soir qu'il y a une deuxième vague qui va nous arriver. Ah bon? Une deuxième vague? Mais où l'avez-vous vu cette deuxième vague? Personne n'a jamais vu de deuxième vague, mais matin, midi et soir, M. Véran, monsieur le Premier ministre, bref, on nous parle d'une deuxième vague qui sans doute n'arrivera jamais. On nous dit que les anticorps que nous avons produits dans cette infection, pour ceux qui ont été infectés, je me demande si je ne le suis pas d'ailleurs, que ces anticorps ne sont pas efficaces. Mais alors pourquoi vous cherchez un vaccin? Il y a un côté totalement dingue dans tout ce qu'on nous dit, mais pourquoi d'abord vous nous angoissez avec des anticorps qui ne seraient pas efficaces? Attendons de le prouver. Non, tout ça est balancé sur notre pauvre population qui n'en peut. Bernard, on va peut-être passer à quelqu'un d'autre, comme ça laissera plus de temps aux questions. Apporter un peu je ne sais pas ce que vous en pensez. Rassurer cette population. C'est que justement ces dirigeants ont menti. Pardon? Je dis oui, Bernard. Que les dirigeants. Bernard? Qu'est-ce que vous dites? Non, Gérard? Oui? Gérard? Oui, est-ce que on pourrait stopper un peu pour laisser plus de place aux questions? Je voulais terminer en… D'accord, très bien. Je vous laisse terminer. J'en ai pour 3 minutes. Pas de problème. Je dis donc que nos dirigeants ont fait la preuve dans la gestion de cette crise, comme vous le savez tous, une compétence, disons, pour être gentil, limitée. Et pourquoi cette politique Je pense que Gérard a un problème de réseau. Hein. Ouais, il a un problème, donc je vous suggère de passer à un autre. Oui. Ou alors, on laisse parler. Gérard, vous avez un problème de micro. Nous leur permet de tenir dans le monde. Ok, on peut y aller. Merci, là. Merci. Bernard, je vous laisse prendre la parole. Alors là, il n'y a pas de son. C'est bon. C'est bon. Voilà, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup. Je suis ravi de participer en fait à ce webinaire. D'abord de retrouver Rami Salinger. On avait un petit peu échangé autrefois et voilà, donc nous arrivons à coopérer. J'en suis vraiment content. J'ai énormément apprécié ce que disait Gérard Haddad, même si je n'ai pas toujours bien entendu pour les mêmes raisons que vous. La liaison n'était pas toujours très bonne, mais je crois que, en tout cas, j'ai entendu l'essentiel. Sur la question de la dangerosité, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait à propos de l'anxiété, de la génération inutile d'anxiété provoquée par le gouvernement français notamment. En revanche, sur la dangerosité de la situation, je crois quand même qu'il ne faut pas la sous-estimer, puisque je travaille beaucoup avec des biologistes, et notamment des virologues, et voilà, qui sont quand même… c'est un virus, semble-t-il, très, très, très atypique. Voilà, de ce que, moi, je ne suis pas du tout ni médecin, ni virologue, ni biologiste, donc, mais ils me disent quand même qu'en effet, il y a des soucis. Il n'y a pas de point de vue d'abord unifié dans le monde scientifique. C'est un grand problème et c'est, je crois, bon, ça arrive assez souvent, mais à ce niveau-là, je crois que c'est un peu un précédent. Voilà.
Et je pense qu'il ne faut pas négliger ce point-là, mais je vais y revenir. En tout cas, ce qui a été dit par Gérard Haddad à propos de l'irruption du réel et de la question du réel, c'est très, très, très important. Bon, je ne vais pas en parler moi, mais peut-être que dans la discussion, on pourra y revenir. Ça m'intéresse énormément. L'effet de révélation, entre guillemets, de la situation de confinement, je crois que tout le monde l'a plus ou moins vécu. Alors, ça dépend évidemment des conditions dans lesquelles on vit. Moi-même, j'ai des activités en Seine-Saint-Denis avec des gens qui sont dans des quartiers extrêmement pauvres. Et nous avons continué à travailler ensemble dans le confinement avec Zoom et j'ai pu mesurer à quel point ma situation et la leur est absolument incomparable, en fait. Voilà. Et donc, il y a des tas de situations de confinement. On ne peut pas les rapporter toutes les unes aux autres, très, très loin de là. Ce que je crois aussi, c'est que ce que décrivait Gérard Haddad sur, disons, à la fois ce qu'il a appelé l'incompétence, malheureusement, je partage un peu ce point de vue des gouvernants, mais aussi disons, la situation de désarroi extrême qui est générée par cette situation. Ça procède aussi de ce que j'appelle moi une dénoétisation. Je m'excuse d'employer une terminologie passant par la Grèce, mais je pense que depuis 10 à 20 ans, il y a une perte de capacité noétique, c'est-à-dire de capacité à penser ce qui nous arrive. J'avais essayé de le montrer dans un livre qui s'appelle La société automatique, dont le premier chapitre était consacré au discours d'Alan Greenspan du 23 octobre 2008. Là où Greenspan expliquait que on ne pouvait pas l'accuser de la crise des subprimes, etc. C'est vrai qu'il était en responsabilité quand tout ça a été mis en place, mais il a dit, mais personne n'y comprend rien, moi je n'y comprends rien, les économistes qui ont conseillé ça n'y comprennent rien non plus, et on n'y comprendra de toute façon rien parce que les boîtes noires algorithmiques font qu'on ne maîtrise plus rien. Il avait terminé pour sa défense en disant qu'il faudrait repenser la théorie économique complètement à partir de ces choses-là. Alors moi, je prends ça très, très au sérieux, ce discours. Il se trouve qu'il y a longtemps, en 1987, j'avais assisté en live, si je puis dire, et en présence d'un ministre qui devait être à l'époque Édouard Balladur, mais pour des raisons historiques, ce n'était pas lui qui était venu. J'ai inauguré une exposition au Centre Pompidou, et c'était le jour du crack de 1987. Et comme c'était une exposition avec des téléscripteurs et toutes sortes de systèmes d'information, toute la presse qui était là avait assisté à l'effondrement de Wall Street en live, voilà, à l'effondrement, à la montée du cours de l'or. Je crois que Wall Street avait perdu 17% en une journée, etc. Bon. Et si je vous en parle, c'est parce que à l'époque, je connaissais une mathématicienne polytechnicienne qui s'appelle Catherine Dissler, qui dirigeait la revue Prométhéo et qui avait fait une étude à la demande de Wall Street sur les causes de ce crack et qui avait montré en fait que ces causes étaient liées au fait que les algorithmes allaient tous dans le même sens. Ils étaient sur une seule théorie économique avec les mêmes modèles mathématiques et donc ils avaient renforcé tout simplement un discours de James Baker, vous en souvenez peut-être, la veille du crack, il avait déclaré la bourse est beaucoup trop haut. Et donc tous les automates se sont mis en mode baissier, comme ils s'imitent les uns les autres, parce que c'est le mimétisme de ce qu'on appelle les mèmes, la mémétique, voilà. Eh bien ça a provoqué ce crack qui à l'époque était considéré comme très important. Aujourd'hui on se dit que c'était un tout petit crack, mais c'était un premier signe avant-coureur. Il est important de rappeler par ailleurs que la personne qui avait développé ces modèles algorithmiques en premier, disons le plus tôt, c'était un entrepreneur américain qui s'appelait Bernard Madoff. Voilà. Il avait lancé en 1971 le démarrage du trading automatique et aujourd'hui il est en prison, il a écopé de 150 ans pour escroquerie généralisée. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que je crois qu'il y a une grande désorientation, un grand désarroi qui est provoqué d'abord par le fait que dans le monde scientifique, que je connais très bien parce que j'étais directeur de laboratoire, moi maintenant je suis à la retraite, mais cela dit, je continue à travailler avec des mathématiciens, des biologistes, des physiciens, des informaticiens. Depuis des années, on a abandonné la recherche fondamentale quasiment. Si vous voulez faire vivre un laboratoire aujourd'hui, vous devez répondre à des appels d'offres qui sont vraiment très, très, très finalisés. Et vous ne pouvez travailler que sur ce qui est considéré comme prioritaire au niveau du business, pour le dire un peu sommairement. Hein. C'est plus subtil que ça, mais quand même, grosso modo, c'est bien ce qui se passe. Ce qui fait que, par exemple, moi, aujourd'hui, je travaille depuis 5 ans avec un biologiste qui est brillantissime, qui est passé par les meilleures écoles de Boston, etc., qui a un parcours extraordinaire, mais qui, lui, veut travailler vraiment sur la biologie fondamentale, et bien, il ne trouve pas de travail. Ça fait 5 ans que le CNRS lui refuse un poste, etc. etc. Bon, je l'emploie, donc moi, je suis très content de travailler avec lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un désarmement
de la recherche scientifique, de la réflexion, dans le monde entier en plus, hein, sauf en Chine. Je dis ça, j'enseigne en Chine, c'est ma seule activité aujourd'hui d'enseignement, et les Chinois font ce que les Américains faisaient dans les années 50, ils font venir tous les gens du monde entier, ils ont énormément d'argent, et ils se disent, ça nous rapportera forcément quelque chose au bout du compte, et ils me disent, à moi, vous faites ce que vous voulez, voilà. On ne vous demande rien, vous faites ce qui vous plaît, voilà. Simplement, vous enseignez à nos étudiants, et vous formez des écoles avec nos étudiants, etc. Alors, l'autre aspect des choses, c'est la découverte au cours de ce confinement progressive du caractère extraordinairement dangereux de la situation. Au début, je pense qu'il y avait parfois presque, il y avait ce que Gérard Haddad a appelé une sidération, bien entendu, nous avons tous été sidérés, nous le sommes encore, moi je le suis toujours, mais il y a eu aussi parfois une espèce de, je ne sais pas comment on appelait ça, une sorte de jouissance du confinement, c'est-à-dire pour certaines personnes, voilà, de se retrouver finalement dans une interruption qui peut-être donnait à accéder à de nouvelles couches de l'existence qu'on avait tendance à peut-être oublier dans la vie trépidante de l'époque contemporaine. Et donc, je pense qu'il y a eu, en tout cas, moi j'ai eu des amis j'ai senti en eux parfois, ils trouvaient quelque chose d'intéressant, qui procède sûrement de la révélation dont parlait Gérard Haddad tout à l'heure. Mais depuis quelque temps, on sent que c'est en train de tourner. Et moi, je le sens sur moi-même aussi. Je dois vous avouer que je suis très, très, très inquiet. Que je pense que la sortie de crise, comme on dit, qui est bien plus qu'une sortie de crise, non seulement le déconfinement, mais le redémarrage de l'économie, bon, ça vous le savez bien, probablement même bien mieux que moi, mais c'est une question qui va être extrêmement difficile, extrêmement périlleuse. J'ai entendu dire, alors ça je ne veux pas le croire, mais j'ai entendu dire sur une radio nationale que voilà, il y a des prévisions à 30% de chômeurs, voilà, 30% de chômeurs à échéance d'1 an et demi. C'est insupportable, 30% de chômeurs. C'est la guerre civile. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Et je trouve qu'il y a un manque de responsabilité chez les gouvernants, que dans l'opposition, etc., où on fait des jeux de rôle qui sont absolument grotesques et plus du tout de saison, et on n'assume pas la situation. Alors, dans cette situation, parce qu'on a aussi parlé on avait discuté avec Thierry Van Elmerick de parler du confinement, mais aussi de l'intelligence artificielle et de la technologie. Je suis en train de lancer moi-même en ce moment un programme. Moi, je suis quelqu'un qui est un hyperactif. J'ai besoin de soigner mon angoisse. Voilà. Le matin, je parle absolument à personne. L'après-midi, je travaille comme un fou avec des tas de relations parce que j'ai besoin d'expulser mon angoisse dans des relations sociales. Voilà. Et donc, je fais beaucoup de choses. Alors, plus j'ai des sujets d'angoisse, plus je développe d'activités. Parfois, il y a des gens qui me disent, des psychiatres, attention, ça peut augmenter l'angoisse. Peut-être. En tout cas, depuis quelques mois, je travaille. C'était avant la crise sanitaire. Je travaillais avec l'École normale supérieure de Paris, la chaire de l'informatique théorique, l'Université de Berkeley, l'Université de Hong Kong et un certain nombre d'autres acteurs en Europe, à Durham, en Angleterre, à Dublin, en Suisse, etc., en Italie, sur un projet qui est la refondation de l'informatique théorique. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça? Je ne vais pas, vous inquiétez pas, vous en parler. Je vais juste vous dire l'essentiel, c'est que je considère qu'aujourd'hui, le modèle de la machine de Turing n'est plus du tout adéquat à ce que nous vivons avec les machines actuelles, les machines qui produisent ce qu'on appelle la data economy, parce que ce sont des machines réticulaires. Elles fonctionnent essentiellement en réseau et la machine de Turing ne fonctionne pas du tout en réseau. C'est une machine absolument isolée. Donc, ça ne fonctionne pas, le modèle de la machine de Turing, mais pourtant, c'est celui qu'on continue à utiliser partout. Je connais très bien, j'avais créé un laboratoire d'intelligence artificielle. Maintenant, ce que nous soutenons, nous, c'est qu'un des éléments fondamentaux, disons, de la révélation de la vulnérabilité des sociétés actuelles, qui est quand même la chose la plus frappante, qui est absolument incroyable, et on voit bien que Xi Jinping pourrait se casser la figure avec Trump et nous avec eux. Voilà. Et qu'ils sont complètement liés les uns aux autres, que ça ne peut pas se décorréler. Voilà. Nous disons, dans ce groupe où il y a des informaticiens, des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des juristes et des économistes, nous disons c'est lié à une irresponsabilité du rôle donné au calcul. Pourquoi? Alors ça, c'est un truc qu'avait développé un polytechnicien français assez connu qui s'appelle Kaplan, Frédéric Kaplan, qui avait publié un petit article très, très intelligent en 2012 en disant, bon, lui, c'est un type qui sait ce que c'est que les maths, les statistiques, les probabilités, etc. Il sait ce que c'est qu'une chaîne de Markov. Et donc, il avait dit, mais vous savez, Google, ça fonctionne
par des chaînes de Markov. Ça fait des calculs en temps réel sur des très grandes quantités de gens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les big data, mais Google fait ça depuis 1998. Et ils extraient des patterns comme ça, en temps réel, avec des boucles de rétroaction sur ce que vous êtes en train de faire qui vont beaucoup plus vite que vous-même. J'avais fait le calcul. Un ordinateur à plein régime fonctionne 3 800 000 fois plus vite qu'un système nerveux humain. Donc, c'est foudroyant. La vitesse des boucles de rétroaction qui vous prennent de court, en fait, qui vous pilotent, en fait. Et ce qu'avait montré Kaplan, c'est que ce système est extraordinairement efficace. Moi, je l'utilise tous les jours parce que je travaille avec des Chinois, je ne lis pas le chinois, donc j'utilise Google tous les jours pour communiquer avec mes amis chinois et ça marche formidablement bien, en plus. Mais ça diminue la variabilité linguistique. Or, la variabilité linguistique, Saussure avait expliqué pourquoi en 1910 à peu près, c'est la base de l'évolution des langues. Et au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote avait expliqué pourquoi l'évolution des langues, c'est ce qu'on appelle la pensée. Ce n'est pas seulement l'évolution des langues, mais disons la variabilité, la capacité à produire de la variabilité, c'est ce qu'on appelle la pensée. René Thom appelait ça des bifurcations en théorie des catastrophes mathématiques, et le mathématicien, physicien et philosophe Alfred Whitehead avait appelé ça la fonction de la raison, de produire des bifurcations. Alors, je vais m'arrêter pour ne pas abuser de votre patience et qu'on ait le temps de discuter. Je voudrais juste conclure. Aujourd'hui, avec mes amis mathématiciens et informaticiens, qui sont des vrais, hein, des gens très, très carrés. D'ailleurs, ce projet, on est en train de le discuter avec l'INRIA au niveau de la fondation INRIA. Nous disons qu'il faut réinventer l'informatique théorique. L'informatique théorique a été développée sur un malentendu. D'abord, Turing lui-même n'était pas du tout informaticien et a toujours dit mais la machine de Turing, c'est un théorème mathématique, ce n'est pas une vraie machine. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Il a essayé en 1952, dans un article consacré à ce qu'il appelait la morphogenèse, montrer qu'il y avait un malentendu dans la propriétation de la machine de Turing. Pourquoi est-ce que le modèle qui est von Neumann et tous ces gens-là, avec Wiener, a développé la référence à la machine de Turing? C'est parce que c'était une manière de poser une universalité de la calculabilité. Ce qu'ont oublié ces gens-là, c'est que Turing posait d'abord qu'il y avait des limites à la calculabilité. C'était ça d'abord qu'il voulait montrer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Covid-19, c'est un incalculable. À partir du moment où on confie intégralement à des algorithmes la gestion des stocks de masques, des décisions de gestion des hôpitaux, des diagnostics et des trucs comme ça, on va à des catastrophes sanitaires inévitablement. C'est pareil avec la finance, c'est ce que disait Alan Greenspan. Voilà. Au moment où Bernard Madoff était jugé et était foutu en tôle pour 150 ans. Et c'est un problème massif de définition de ce que c'est que la pensée. La pensée, ce n'est pas seulement du calcul. Ça passe par le calcul. Emmanuel Kant avait expliqué ça en 1782, dans la critique de la raison pure, 81 même, où il expliquait que oui, il faut du calcul, c'est l'entendement qui le produit, ça s'appelle l'analyse de l'entendement, les capacités analytiques de l'entendement. Moi, j'ai essayé de montrer à partir de Kant qu'on peut déléguer ça à des systèmes, ça peut être des bouliers, des règles à calcul, et aujourd'hui des ordinateurs ou des big data, enfin des systèmes de ce qu'on appelle du calcul intensif. Mais la pensée, disait Kant, c'est jamais ça. La pensée, c'est ce qui va trancher à partir du calcul, au-delà du calcul. Et ça, c'est ce que redit Whitehead. Et Whitehead le redit au début du XXe siècle, c'est-à-dire après la théorie de l'entropie. À l'époque de Kant, la physique, c'est Newton, donc on ne sait pas ce que c'est que l'entropie. Mais après le XIXe siècle, on sait que l'entropie, c'est le fait qu'on a une tendance qui va vers l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire la perte de variabilité, et que la résilience, c'est la négantropie, c'est-à-dire c'est ce qui permet de lutter contre l'entropie. Moi, je soutiens avec mes amis que les modèles actuels de calculabilité produisent de l'entropie à très, très, très haute dose et qu'ils sont autodestructeurs. Et que tant qu'on n'aura pas posé ce problème et qu'on ne développera pas, d'abord en Europe, une nouvelle recherche en informatique théorique qui relancerait la place de l'Europe dans tout ça, parce que l'Europe est aujourd'hui totalement nanifiée par la Chine et l'Amérique, et où deuxièmement, on ne montrera pas qu'en économie, on peut réarticuler tout cela sur des bases nouvelles, eh bien, on augmentera l'anxiété générale des médecins, des malades, des citoyens, etc., etc. Et de la jeunesse, de la génération Thunberg, comme nous l'appelons. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Bernard, on abordera les questions tout à l'heure. On va laisser maintenant Pierre s'exprimer. C'est une bonne transition avec l'intelligence artificielle. Merci Thierry.
Alors moi j'ai un angle de vue, vous me pardonnerez, qui est exclusivement économique. Et mon propos commencera par le fait de dire que cette crise, en fait, c'est pas la pandémie, c'est le confinement. Parce que la pandémie, si on se rapporte à la France, elle a causé 25 000 morts, si j'ai les chiffres, les derniers chiffres, alors que chaque année en France, il y a 600 000 décès, dont 150 000 par cancer. Donc le nombre de morts causés par le Covid-19, d'une façon générale dans le monde, est largement inférieur non seulement au nombre de morts causés par d'autres maladies, mais aussi par les pandémies précédentes. On a un nombre de décès qui est extrêmement faible par rapport à la grippe espagnole, à la grippe de Hong Kong, ou sans parler de la peste. Et puis, rappelez aussi que dans le monde, chaque année, il y a 9 millions d'individus qui meurent de malnutrition, et parmi ces 9 millions, il y a 3 millions d'enfants qui sont concernés. Donc le nombre de morts est assez faible. Mais en revanche, ce qui est inédit et très fort, c'est le confinement. Parce que pour la première fois dans notre histoire, la moitié de la planète est confinée. La moitié de la planète, c'est plus de 3 milliards d'individus. Et ce confinement, il a des conséquences extrêmement fortes dont on découvre les prémices à peine aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi le confinement? Ça veut dire que l'essentiel de l'économie des pays développés est arrêté. Ça veut dire que si on prend quelques métiers comme ça, l'ordre des avocats dit que 30 000 avocats ne réouvriront pas, que l'ordre des cafés, hôtels, restaurants dit que 30 000 cafés, hôtels, restaurants ne réouvriront pas, que effectivement j'ai entendu comme Bernard sur une radio nationale que quelqu'un évoquait le chiffre de 30 millions de chômeurs, ce qui paraît, je ne veux pas le croire moi non plus, mais ça paraît absolument invraisemblable. Et comme dit très bien Bernard, si c'était le cas, ça serait la guerre, donc on imagine ça. Aujourd'hui, il y aurait 13 millions de chômeurs partiels, donc une économie complètement arrêtée. Donc le choix du confinement par rapport à la maladie, moi je ne suis pas capable d'en juger du bien fondé, mais peut-être qu'on peut imaginer qu'il aura des conséquences bien plus graves que la maladie elle-même. Alors ça, c'est pour nos pays à nous. Mais si on jette un regard sur les pays émergents, les pays pauvres, la situation est bien différente. Chez nous, il y a, comme l'a très bien dit Gérard, des milliards qui vont être déversés dans l'économie. Thierry Breton disait qu'il faudrait lever un emprunt de 1 700 milliards d'euros pour alimenter l'économie américaine, européenne, et les Américains pensent à un emprunt de 2 000 milliards de dollars pour l'économie américaine. Ça veut dire que les échéances de prêts sont naturellement repoussées, ça veut dire que les salaires des chômeurs partiels sont pris en charge par l'État. D'ailleurs, je dirais par parenthèse que l'État, si critiqué par tout le monde depuis toujours, aujourd'hui, on fait appel qu'à lui et on réclame l'État-providence. Ça veut dire que les prêts aux entreprises sont garantis par l'État, ce fameux PGE, prêt garanti par l'État. Il suffit d'en faire la demande et si vous avez un bilan à peu près correct, vous êtes servi. Donc ça veut dire que l'économie est soutenue. Mais dans les pays émergents, il y a 2 milliards d'individus qui travaillent sans protection sociale, sans chômage, pour lesquels le confinement veut dire la famine. C'est-à-dire que pour ces 2 milliards de gens, le fait d'arrêter de travailler, ça veut dire je ne ramène plus à la maison de quoi nourrir ma famille. Et donc, d'après l'Organisation internationale du travail, ça va créer 600 millions de pauvres. Ça, ce sont les vraies conséquences macroéconomiques du confinement de cette pandémie. Alors, aux États-Unis, pays dans lequel la protection sociale est très, très faible, ils se sont vite rendus compte qu'il fallait agir parce que les dizaines de millions d'Américains concernés qui n'allaient plus avoir de revenus, qui avaient une réserve de trésorerie d'environ 400 $ par famille, ceux-là n'avaient plus de revenus, mais en revanche, ils avaient une arme. Ils étaient armés. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Sénat américain? Il a décidé la mesure la plus socialiste qui soit pour un pays libéral, c'est la mise en place du revenu universel, puisque le Sénat américain a décidé l'attribution de 950 $. Alors, je ne sais plus si c'est par famille ou par adulte, mais ça a été décidé pour éviter la guerre civile, parce que des millions d'Américains sans emploi armé, sans de quoi nourrir leur famille, ça crée ça. Donc, il y a deux situations complètement différentes. Il y a les pays développés, occidentaux, qui ont une réponse financière, et les pays émergents qui n'en ont pas. Et cette situation va dévaster le monde, parce que dans tous ces pays-là, tous ces gens-là qui n'ont plus à manger et qui n'ont plus les conditions, les moyens de se soigner, mais les moyens de se nourrir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Combien de faillites, de divorces,
de suicide, de violence conjugale cette situation va créer. Et là, on est obligé de constater que la mondialisation montre son vrai visage. Et la mondialisation aujourd'hui, c'est un terrain de jeu sans règles ni arbitre. Et donc les pays riches, entre guillemets, développés, se débrouillent avec une nouvelle dette que les plus jeunes d'entre nous paieront, mais surtout que nos enfants paieront ou paieront pas. Mais les autres, ils n'ont pas le choix. Et dans ces pays africains où il y a un médecin, il y a un médecin pour 30 000 habitants, il y a 3 respirateurs en Zambie, par exemple, pour tout le pays, et on peut multiplier les exemples comme ça. Il n'y a pas de fonds nationaux pour subvenir à ceux qui ont perdu leur emploi. Ces gens-là ils vont se retrouver dans des situations absolument dramatiques. Et ça, aujourd'hui, nous, on fait comme si c'était pas un problème et on s'occupe que des nôtres. Et dans notre pays, les choses sont différentes. Donc, d'un point de vue financier, dans notre pays, on va soutenir l'économie. Je pense que les échéances d'URSSAF, de caisses de retraite vont être d'abord reportées et ensuite pour partie annulées. Je ne vois pas comment les indépendants français, les millions d'indépendants français vont pouvoir payer ces charges-là, donc je pense qu'elles seront annulées. Ce qui va créer une dette supplémentaire, comme le disait très bien Gérard, dans un pays en faillite, on ne sait pas où est-ce qu'on va trouver ce financement-là, mais ils le trouveront, ne serait-ce qu'avec l'emprunt. Et donc l'économie, plus ou moins, va essayer de se rétablir avec ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement? Mais il se passe que il y a beaucoup de gens qui se disent on a pu travailler à distance. On n'a pas eu besoin d'aller dans l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on reprendrait? Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui dans l'entreprise, c'est qu'il y a des tas de gens qui disent non, le télétravail va continuer. Il y a d'autres situations dans lesquelles, notamment la fonction publique, les gens disent moi, sans conditions de sécurité idéale, je ne reprends pas. Et les conditions de sécurité à mettre en place dans l'entreprise, dans l'administration, quand vous regardez les recommandations de l'inspection du travail, moi je vous dis, elles sont impossibles. Vous ne pouvez pas mettre en place des conditions de distanciation, des conditions d'accès. Vous ne pouvez pas donner le même accès aux toilettes et à la machine à café aux mêmes personnes. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre des gens l'un en face de l'autre. On ne peut pas organiser une entreprise comme ça ne fonctionne pas. Donc il va y avoir des perturbations dans le monde du travail invraisemblables. Et je pense qu'on va vers une crise sociale. Et d'ailleurs, les syndicats qui sont, comme vous le savez, bien intentionnés, commencent à travailler sur leur préavis de grève en disant nous, dans ces conditions, on ne reprend pas. Donc voilà les conséquences de la pandémie, en fait, des conséquences du confinement. Et je pense qu'on n'a pas mesuré les effets dramatiques de l'arrêt total de l'économie pour 3 milliards de personnes, surtout dans les pays émergents, mais dans nos pays développés. Alors, dans ces pays, quand même, on voit une différence parce qu'on est obligé de reconnaître que l'Asie, manifestement, a pris le leadership. Et c'est probablement la Chine qui va devenir la première économie mondiale, mais c'est l'Asie qui s'est mieux débrouillée. Alors, on me dirait, il y a 4,5 milliards d'habitants en Asie pour 7,5 milliards au total. Mais c'est en Asie qu'on a le mieux géré la pandémie. C'est en Asie qu'on a arrêté le moins de temps l'économie. C'est en Asie qu'on a le mieux géré le déconfinement. Et nous, on est en train de se battre à l'Assemblée nationale pour savoir si on peut augmenter le temps de travail de 35 à 37 heures pour compenser un peu la perte. Non, eux, ils ont mis en place toutes les mesures et ils ont réussi à s'en sortir mieux que nous. Donc, que dire d'autre? On a passé l'étape de la pandémie et puis là, j'entendais le professeur Raoult qui disait que d'après les courbes qu'il observait, le virus était en train de diminuer. Donc, il est possible qu'on ait des bons résultats, des bonnes surprises dans ce domaine-là. Mais maintenant, les conséquences du confinement vont commencer. Et elles sont absolument dramatiques. Et je pense qu'on ne les a pas mesurées. Voilà ce que je peux dire pour une vision globale de cette période, pour ce qui concerne les entreprises et l'économie d'une façon générale. Merci Pierre. On va passer maintenant aux questions. Je vais demander aux experts d'être le plus concis et le plus pertinent dans le minimum de laps de temps pour pouvoir répondre au maximum de questions. D'accord ? Je ne sais pas, Jean-Luc ou Rami, qui veut commencer déjà ? Moi, je veux bien commencer. Bon, merci pour ces 3 propos passionnants. Moi, j'ai une question à vous 3. Concernant non pas les États et non pas le confinement lui-même, mais justement la sortie de ce confinement.
sur l'être humain, est-ce que l'être humain va réagir d'abord à ce trauma? Est-ce qu'il va réagir par un repli sur lui-même de façon régressive? Est-ce que l'être humain va au contraire développer sa créativité, aller vers plus de solidarité? Et je fais une petite question subsidiaire à Bernard Stiegler, qui à l'époque m'avait impressionné par ses réflexions sur le temps de cerveau disponible. Ce temps de cerveau disponible qui a été confisqué pendant des années par la publicité et par l'intoxication mercantile. Est-ce que là, on a restitué aux gens du temps de cerveau disponible? Et qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'on aura une effervescence culturelle, par exemple, comme au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Voilà, je m'arrête là et j'aimerais savoir quelles sont vos réflexions. C'est moi qui. Comme vous voulez, Gérard ou Bernard. Il est très difficile de répondre personnellement. On peut espérer que les relations vont se renouer. Et chacun d'entre nous assiste en ce moment à la création de nouveaux réseaux d'amitié, de relations nouvelles qu'on ne connaissait pas, qui sont développées. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a un repli évident, que chacun se replie sur soi, et nous verrons. Pour l'instant, nous ne sommes pas sortis de l'auberge tant que nous ne serons pas vraiment retournés à l'état semi-normal. Il est très difficile de prévoir. On peut être pessimiste, on peut être... Je pense que les forces de vie, que les forces créatives vont prendre le dessus. Je crois beaucoup à la créativité qui va suivre, moi, personnellement. Pendant cette période d'isolement, nous avons les uns et les autres relu des tas de livres qui sont sur nos rayons depuis longtemps et que nous n'avons pas ouverts. Et j'ai redécouvert Camus, je redécouvre Vassili Grossman, j'ai redécouvert des romans anciens américains que je n'avais pas lus. Ce que je pensais au stade Jean, je pense qu'il y a une créativité. Sera-t-elle Il est très difficile. Moi, je ne veux pas être optimiste a fortiori. J'attends de voir ce qu'il en aura. Il paraît que ma connexion est très instable. Oui. Merci Gérard, en tout état de cause. Peut-être que Bernard veut répondre. Oui, bien sûr. Je vais dire des choses assez proches de ce que vient de dire Gérard Haddad, surtout au début. Je pense que les réactions, il peut y avoir des réactions de toutes sortes, très opposées les unes aux autres. Mais bien entendu, d'abord, moi je crains la panique, parce que nous sommes dans une situation panique au sens strict du terme. C'est-à-dire c'est le tout qui est en cause. Voilà. Et donc, ça crée des moutons de Panurge, le dieu Pan, voilà, et tous les manipulateurs de la panique peuvent s'en emparer. Et là, on a vraiment de quoi s'inquiéter, dans tous les pays d'ailleurs. Hein. Nous, en France, on a nos exploitants de panique et de boucs émissaires, voilà, parce que on va dénoncer des boucs émissaires de toutes sortes, comme ça a toujours été le cas. À chaque fois, d'ailleurs, les boucs émissaires étaient d'abord faits pour ça, c'est-à-dire pour porter tous les maux, voilà, et les responsabilités, justement, des maladies, etc. Donc, malheureusement, on ne va pas échapper à ça. Ça, c'est absolument impossible qu'on y échappe. Par contre, la question, c'est comment on peut lutter contre. À l'inverse, je crois aussi, comme Gérard Haddad, qu'il peut y avoir de la réinvention, de la créativité nouvelle. J'en suis sûr. D'ailleurs, je le constate déjà, parce que, y compris avec les jeunes gens avec qui je travaille, ça phosphore. Voilà, il y a plein de choses qui se développent. Et je pense que la question, finalement, de savoir qu'est-ce qui va l'emporter de l'un ou de l'autre, ça dépend de nous. Non pas d'Emmanuel Macron, non pas de Donald Trump, non pas de la bourse, ça dépend de nous. Est-ce que nous allons être capables d'assumer nos responsabilités, chacun là où nous sommes? C'est-à-dire aussi de comprendre ce que sont les responsabilités des autres, mais aussi ce qu'ils ne peuvent pas prendre en charge, etc. etc. Est-ce que vous parliez du retour du réel, de l'irruption du réel, M. Haddad, voilà. Quel rapport au réel, quel nouveau principe de réalité on va construire? Avec quel nouveau principe de plaisir? Parce que le principe de réalité n'existe qu'en fonction d'un principe de plaisir. Et là, la question du temps de cerveau disponible est fondamentale. Je souligne d'ailleurs en passant que tout récemment, M. Lelay, que j'appelais le pas beau, voilà, est décédé. Voilà. Alors moi, il est décédé il y a un mois ou deux. Voilà, paix à son âme.
Je l'ai beaucoup combattu. Concept. Pardon? C'était l'inventeur du concept Oui, c'est ça, d'accaparer qu'il le avait- temps de cerveau disponible entre Voilà. Il avait craché le morceau par imprudence parce qu'il était interviewé par un cabinet spécialisé. Il ne pensait pas du tout que ça allait sortir voilà, du petit business local. Et puis finalement, une journaliste de l'AFP a eu le rapport en main, elle a publié le truc et ça a été catastrophique. Moi, 3 ans avant, j'avais écrit un texte, parce que je connais bien l'audiovisuel, j'étais directeur de l'INA, où j'avais montré que TF1 sous le lait, c'était essentiellement basé là-dessus. J'avais calculé d'ailleurs qu'à l'époque, vous valiez 20 centimes de l'heure, de francs. C'était encore le franc, en 1998. Voilà. Et sur TF1. Et donc, je disais, le téléspectateur de TF1 ne vaut pas cher. Voilà. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Eh bien, cette technologie, ça n'est plus TF1, c'est le smartphone, c'est les jeux vidéo. Moi, j'ai créé une clinique contributive en Seine-Saint-Denis où je soigne des enfants qui ont entre 1 an et demi et 3 ans, qui sont catalogués autistes par les services sociaux. Ils ne parlent pas, ils ne regardent pas dans les yeux, ils n'ont pas de troisième dimension, ils se déplacent en longeant les murs. Ce sont des autistes, entre guillemets. En fait, ils ne sont pas du tout autistes. Par contre, ils sont exposés au smartphone depuis parfois leur naissance même. Il y a des mères qui donnent le sein et qui mettent un smartphone devant l'enfant pour qu'il tète, parce que sinon, il ne tète pas. Voilà. Et cet enfant-là, 2 ans de smartphone comme ça, son cerveau est détruit. Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça touche. Aujourd'hui, moi, je dis que c'est la plus grande épidémie au monde. C'est plus que le diabète, c'est des centaines de millions d'enfants qui sont dans cette situation, dans le monde entier. Et qu'on est en train de créer une catastrophe absolue, parce que ce sont des enfants qui ont d'immenses problèmes. Alors, on arrive de les récupérer. Nous travaillons, nous essayons de soigner avec une amie qui est une pédopsychiatre, voilà, et on arrive à des résultats. Mais ça suppose un énorme investissement. Voilà. Et là, ce n'est pas un problème de respirateur, c'est un problème d'un investissement dans reconstruire l'éducation, reconstruire une relation mère-enfant normale, sur le modèle de ce que dit Donald Winnicott, etc. Et là, ça veut dire remettre les technologies au service des bonnes choses. Moi, je n'ai rien contre les smartphones. J'ai un laboratoire qui développe des technologies numériques. Donc, je travaille avec Orange, avec Dassault Systèmes. Mais le problème, c'est de mettre ces technologies au service de je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la lutte contre l'entropie. Et non pas l'entropie. Le modèle actuel de Facebook, celui qui a créé Facebook, ce n'est pas Zuckerberg, c'est Peter Thiel. Peter Thiel, c'était un élève de Girard à Stanford. Et la théorie de Girard, c'était le désir mimétique. Et Peter Thiel a développé, il a dit, j'investis dans Facebook, il a mis énormément d'argent, c'est lui qui a lancé le truc en disant, on va développer le mimétisme. Voilà. Aujourd'hui, il est conseiller de Donald Trump. Et c'est lui qui a fait la campagne électorale de Donald Trump. Voilà. Donc, les enjeux de ces questions-là, qui sont très techniques et scientifiques, ont aussi des conséquences économiques et politiques absolument colossales. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut que nous inventions, nous produisions des dispositifs de créativité collective et qu'on redonne l'espoir aux gens, parce que les gens sont absolument désespérés, en fait. Souvent, ils le nient en picolant, voilà, mais en fait, il y a un désespoir énorme, énorme. Et le désespoir, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut redonner de l'espoir. C'est pour ça qu'on a créé l'association des Amis de la génération Thunberg, d'ailleurs, parce qu'il faut travailler avec les jeunes. Il faut que les jeunes absolument reprennent un peu la main là-dessus. Je m'arrête, je suis trop long. Oui, donc tout ceci est guère rassurant. Peut-être que Pierre va avoir une vision un peu plus positive de ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle. Je crois que tout ça repose sur la capacité des entreprises à recréer de la croissance et de la valeur avec des modèles d'affaires un peu différents. Et je crois que certaines d'entre elles ont déjà pris ces virages. Donc, je crois que l'histoire économique du monde est faite de bouleversements, de crises et de redémarrage. Et là, je crois que des grandes entreprises très traditionnelles, très conventionnelles vont disparaître et d'autres vont apparaître. Il y aura un laps de temps entre les deux, mais si la créativité extrêmement forte de toutes ces entreprises se met en œuvre, je pense qu'on peut… alors, on dit qu'il faudra 3 ans pour retrouver le niveau de PIB de janvier 2020. Et puis, selon certains secteurs, dans l'industrie aérienne, on dit qu'il faudra 5 ans, dans d'autres, il faudra du temps. Il faudra du temps pour retrouver cette richesse-là. Mais moi, je ne suis pas inquiet du tout sur la capacité du monde économique à recréer une croissance qui sera certes différente, qui emploiera moins de monde, mais qui donnera un nouveau visage à l'économie mondiale. Je voudrais ajouter un petit mot que je voulais ajouter tout à l'heure, mais rapide.
un des petits dangers, des grands dangers qui courent, c'est que ce sont les régimes autoritaires, semble-t-il, qui ont le mieux géré cette crise un peu partout. Et j'ai peur que ça serve d'attraction dans le désespoir dont on parlait, qu'une solution autoritaire en France ne s'impose sur l'exemple de ce qui se passe en Turquie, en Chine, en Israël, où on a employé une méthode extrêmement autoritaire et que ceci peut fasciner le public. Pour autant, Singapour et Taïwan ne sont pas des dictatures. Hein. Il n'y a pas que des dictatures. Singapour, ce n'est pas la grande démocratie. Taïwan, j'ai une affection particulière pour Taïwan. Bien, peut-être Jean-Luc, une question? Oui, moi, dans cette crise, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Je voudrais avoir votre avis. La première, c'est l'absence de solidarité de l'Europe. Et je trouve que l'Europe a montré son insuffisance éclatante devant tout le monde, avec un manque de solidarité d'abord avec les Italiens et puis une compétition ensuite pour avoir des masques et tout ça. Donc, je trouve que l'Europe a été assez moyenne sur ça. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que d'avoir délocalisé toutes nos entreprises stratégiques, qu'on n'ait plus la capacité de produire sur notre territoire une bouteille qui contient de l'oxygène ou des masques, ça m'interpelle et que peut-être il y avait dans cette crise une nécessité de tirer un signal d'alarme et de faire que nos pays soient capables, ou notre Europe soit capable de produire sur place ce dont on a besoin pour vivre. Et la troisième chose, c'est que au monde, alors je suis un fanat du livre de Pierre, Le Monde de Tim, mais au monde, dans son roman, il évoque évidemment l'intelligence artificielle. Et je trouve que en 2020, année où on est capable de faire de l'impression 3D, l'intelligence artificielle n'a pas été capable de nous aider. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'au moment où on essaye de la mettre en place avec l'application Stop Covid, il semblerait que, alors qu'on voulait que l'État nous aide, on entrave l'État. Donc, je voudrais votre avis sur ces différentes réflexions qui m'interpellent pendant cette crise. Non, mais je veux bien dire quelques mots, mais je sais que Bernard en connaît beaucoup plus que moi sur l'intelligence artificielle. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on constate quand même que les pays qui ont mis en œuvre des outils d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies ont beaucoup mieux géré la pandémie que nous. Les caméras thermiques chinoises de Formose, de Singapour, de Hong Kong, de Corée du Sud, reliées à des applications de smartphone qui donnent naturellement la température de votre voisin et qui fait apparaître un voyant jaune ou vert pour vous dire si vous pouvez vous approcher de lui ou pas, c'est chez eux qu'on a vu ça. Le logiciel d'intelligence artificielle qui a prédit la pandémie 15 jours avant la déclaration de l'OMS, c'est un logiciel canadien en l'occurrence, mais toutes ces nouvelles technologies, elles ont été mises en œuvre par l'Asie. Nous, pays de la French Tech, dont on dit qu'on a des pépites technologiques, on n'a pas été en capacité de mettre en œuvre la moindre application. La seule chose qu'on a pu faire, c'est une autorisation digitale de sortie qui est arrivée au moment où on n'avait plus besoin, au moment où on était pratiquement plus contrôlé, et puis plus rien d'autre. Et aujourd'hui se pose la question de savoir si on va pouvoir mettre en place le Stop Covid, dont il est prévu qu'il soit mis en application le 2 juin, mais qui est une toute petite application sur la base du volontariat. Et ça y est, ça a déclenché des débats épouvantables dans les partis politiques à l'Assemblée nationale. Donc manifestement, les Français ne veulent pas concéder la moindre once de liberté individuelle au profit du bien collectif. Et je pense qu'on aura énormément de mal à les mettre en application. Donc on constate que ceux qui les ont utilisés à bon escient et ont mieux géré la pandémie avec ça, que nous n'arrivons pas à le faire. Les Américains non plus n'arrivent pas à le faire. Mais je partage la réflexion de Gérard qui consiste à dire celui qui est capable de maîtriser un système de traçabilité à des fins sanitaires pourra l'utiliser à d'autres fins. Et on arrive au crédit social chinois, que vous connaissez, qui est un truc absolument invraisemblable. Si vous ne connaissez pas, il faut aller sur YouTube, vous tapez crédit social chinois et vous regardez. Les Chinois il y a 420 millions de caméras installées en Chine, c'est-à-dire une caméra pour 3 Chinois. Ils sont suivis du matin au soir. Tout ça est répertorié sur une
une machine qui vous dit où est-ce qu'il est, qui il a contacté, ce qu'il a fait dans la journée, on lui attribue des points en fonction de son comportement ou pas. Et s'il y a des gens qui sont infectés dans son entourage, on le prévient et ces gens-là sont écartés. Donc, le débat, ça va être un débat extrêmement philosophique entre nouvelles technologies au profit d'une sécurité sanitaire et liberté individuelle. Et ça, c'est un débat qui va être politique, mais qui doit être tranché par les philosophes, parce que je crois que les Français vont être effectivement paniqués et ne sauront plus s'il faut ou pas aller vers ces technologies qui ont fait leur démonstration d'efficacité, mais qui ont poussé aussi des régimes à être en possession d'informations qu'ils peuvent utiliser à d'autres fins. Et d'ailleurs, par parenthèse, je dirais que c'est en Israël où ils ont donné l'autorisation au gouvernement d'utiliser les mêmes méthodes qu'ils utilisent pour des terroristes pour pister et tracer toute la population. Toute la population israélienne aujourd'hui est tracée. On sait exactement où est-ce que vous êtes allé, qui vous avez rencontré, quelle était votre température à 10h du matin, à midi, le soir, etc. Voilà. La question, c'est celle-là. Et nous, Français, on est très en retard. Et encore une fois, l'Asie a pris une avance considérable dans ce domaine-là, qu'elle va utiliser d'ailleurs à des fins économiques. Je pense que le combat économique avec l'Asie va être rendu encore plus difficile suite à cette crise. Pierre, pour autant, là, je fais un petit aparté. J'ai une question d'Alexis Verpel de Gand qui me dit: est-ce qu'un ralentissement de l'économie pourrait avoir des conséquences positives? Moins de transport, retour de la production locale au lieu de mondiale, récupération au niveau de l'environnement, diminution des besoins en énergie. Mais bien évidemment, et d'ailleurs on le constate, nous à Marseille, on a le sentiment que quelqu'un a nettoyé le ciel et l'horizon avec une éponge et du savon. Il n'y a plus cette couche de pollution sur la mer devant chez nous. Il y a les dauphins qui viennent jouer. Enfin, il y a un faucon pèlerin qui a fait son nid au 26e étage de la tour La Marseillaise. Enfin, tout a changé. Et puis surtout, la ville est d'un calme extraordinaire. Donc ça, c'est formidable. Et puis, on a fait des économies d'énergie invraisemblables. On a vu toutes ces images des ciels autour des grandes villes, dont Paris, qui sont devenues complètement pures. Il n'y a plus du tout de pollution, etc. En fait, c'est le corollaire de la diminution de la vente du pétrole et de la baisse, de l'effondrement du prix du baril. Oui, ça a des conséquences extrêmement positives pour la vie au quotidien, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait de l'économie. Pas pour l'instant. Ce n'est pas avec ça qu'on crée de la croissance. Ce n'est pas avec ça qu'on fait du commerce. Donc, dans un premier temps, à titre personnel, c'est bénéfique, c'est formidable. Mais du point de vue de l'économie, ça n'a pas d'impact. Je voudrais dire un mot sur l'Europe, moi. C'est une question que va devenir l'Europe après cette crise? On a parlé du manque de solidarité. Je pense que d'abord, le premier point, c'est qu'il y a eu une panique générale, que c'était sauf qui peut. Chacun a essayé de défendre son... Donc, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir. Nous avons un pays qui est très puissant, qui a très bien géré la crise, qui s'appelle l'Allemagne, qui était déjà plus puissante que les autres. Comment va-t-on continuer à atteler dans le même attelage une Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France? Vous savez, il y a une phrase dans la sagesse biblique: ce sera une grande souffrance pour l'âne. Je crois que je pense que l'Europe, en tout cas l'euro, risque très fort d'exploser. Je ne vois pas comment on va continuer une économie. Et l'Allemagne qui s'en sort, si l'Asie va dominer le monde, probablement, le seul État qui tient le coup devant cette Asie, c'est l'Allemagne. Bernard, un commentaire sur l'Europe? Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je m'excuse parce qu'il y a eu une coupure à un moment donné, j'ai perdu toute liaison. Il y aurait beaucoup à dire. Bon, l'Europe va extrêmement mal, c'est évident. Je pense qu'elle va très mal parce qu'elle n'a plus de projet depuis longtemps. Je voudrais rappeler une chose que je répète partout où je passe, c'est que la numérisation en cours, telle qu'on la connaît depuis maintenant presque 30 ans, a produit ce qu'on appelle la destruction. Elle a commencé avec les travaux du CERN de Genève, avec le World Wide Web. On dit toujours c'est l'Internet, c'est absolument faux. L'Internet date de 1967. Moi, je l'utilisais dans les années 80. À l'université de Compiègne, j'avais déjà une adresse Internet. Mais c'est en 1993 que le processus s'est développé avec le World Wide Web. Et le World Wide Web, il s'appuyait à la fois sur des technologies
d'hypertexte et sur les technologies de télématique qui avaient été développées par la France. Je travaille avec Tim Berners-Lee. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe fut à une époque un très grand continent d'innovation technologique. Énormément est commencé par le téléphone cellulaire. Il a été développé au CNET, à Issy-les-Moulineaux. Énormément de technologies, la plupart en fait, des technologies, les réseaux ATM, c'est français aussi. Les technologies de compression, c'est le CSL à Turin. Et moi, la plupart de mes étudiants les plus brillants que j'ai produits sont aux États-Unis aujourd'hui, mais c'est eux qui dirigent les boîtes, les grandes boîtes. Voilà, c'est pas que eux. Il y a aussi des Indiens, il y a aussi des Belges, il y a aussi des Allemands. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe a totalement abandonné une véritable politique autonome, est devenue, parce qu'envahie à la Commission européenne par des cabinets de conseil essentiellement anglo-saxons, voilà, a suivi un certain nombre de normes, et c'est une catastrophe pour l'Europe. Donc maintenant, nous payons extrêmement cher. Ça ne va pas s'arranger. Je suis très, très pessimiste sur ces questions-là. Maintenant, je pense qu'il faut absolument se battre pour changer cette situation et que c'est possible. Et ça n'est possible qu'à une condition, c'est de ne pas chercher à imiter les Américains ou les Chinois. Alors, d'abord, les Chinois savent beaucoup mieux imiter les Américains que nous. Et en plus, les Chinois, ils inventent des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier calculateur au monde, il est à Pékin. Il n'est pas en Amérique du Nord. Et je peux vous dire que les Chinois sont en train de développer des modèles qui ne sont pas les modèles de la Silicon Valley. Voilà. On ne le voit pas encore, mais ça va venir. Et si l'Europe reste à essayer d'imiter tout cela, elle est fichue. Après, je pense que je voulais revenir un petit peu quand même à quelque chose qu'avait dit Pierre au début, en disant que voilà, les morts liées au cancer ou même aux accidents automobiles, c'est bien plus important que le Covid-19. C'est évident. La seule question, c'est que, alors pourquoi est-ce que la Chine a fait tous ces confinements? Pourquoi est-ce que Taïwan a mis toutes ces politiques, etc. C'est parce que ce virus est très particulier. Et donc, vous le savez très bien, en virologie, les problèmes sont exponentiels. Donc, voilà, les augmentations, enfin, il faut casser des courbes exponentielles. Si on ne le fait pas, si on ne prend pas des mesures extrêmement strictes, après, on ne contrôle plus rien du tout. Donc, il est extrêmement frappant parce que ce Covid qui fait si peu de morts, comment se fait-il qu'il ait mobilisé le monde entier sur la même politique, y compris Trump et monsieur, j'arrive à retrouver son nom, Boris Johnson, voilà, qui a failli y passer dans cette affaire? Eh bien, c'est parce que, justement, on a affaire à des phénomènes biologiques. On n'a pas affaire à des phénomènes mécaniques. Les problèmes d'accidents d'automobile, c'est des problèmes mécaniques. Les problèmes de cancer, ce n'est pas des problèmes mécaniques, mais ce sont des problèmes, je dirais, qui ne sont pas viraux au sens de contagieux comme ce virus. Et là, moi, j'ai un petit peu travaillé sur la grippe, la fameuse grippe espagnole. Voilà, elle a en commun avec le Covid-19 qu'elle a été diffusée par la technologie militaire, voilà, qu'elle s'est diffusée très vite, quoique ça commence en 1916, ça s'arrête en 1919. Le temps de pénétration de la grippe espagnole est beaucoup plus lent que le Covid-19 parce que les technologies de transmission sont tout à fait différentes. Voilà, donc ce que je crois, c'est qu'on a perdu en fait l'intelligence, je dirais, de ce qu'on appelle les questions de résilience en général. Et moi, je soutiens que l'avenir de l'Europe, ça passe par une réinvention, alors oui, du business, des nouvelles formes de chaînes de valeur, etc., mais qui vont savoir valoriser la lutte contre l'entropie. Maintenant, tout le monde le pense, même si il y a encore Bolsonaro et Trump qui le nient, mais tout le monde pense et sait que voilà, la vulnérabilité de l'humanité est liée à ses pertes de défense immunitaire, à ses pertes de capacité et de résilience, pas simplement dans le domaine sanitaire, mais dans toutes sortes de domaines, et que donc il faut reconstruire de la résilience, et ça suppose de nouveaux modèles économiques qui sont fondés d'abord sur une valeur qui est constituée par tout ce qui lutte contre l'entropie. Ça, c'est beaucoup de business. Moi, je discute de ça avec des grandes entreprises du CAC 40. Je travaille avec 4 grandes banques et des fonds d'investissement de capital risque qui travaillent sur ces questions. Il faut changer en fait la comptabilité nationale et internationale. L'économie actuelle repose toujours sur la physique de Newton, mais la physique de Newton, ça date du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la physique de Newton, on est dans la physique thermodynamique, on est dans la relativité, on a la mécanique quantique, et on est toujours avec des modèles de l'époque de Newton. Ça ne peut pas durer. Le premier qui a dit ça, c'était l'assistant de Joseph Schumpeter, qui est devenu célèbre, qui s'appelle Nicolas Georgescu-Roegen, qui était mathématicien. Schumpeter l'avait embauché pour ça, mais il était aussi biologiste.
Et il a dit un jour à Schumpeter, mais votre truc, ça marche très très bien, mais c'est en train de détruire la planète, et un jour ça ne marchera plus. Ben, c'est ce qu'on est en train de vivre, ça ne marche plus. Et donc il va falloir réinventer, en utilisant les mathématiques, l'intelligence artificielle, parce que moi j'utilise tous ces trucs-là, je ne dis pas qu'il faut les rejeter, mais il faut les utiliser intelligemment, et sûrement pas comme la Silicon Valley. Pas du tout. Mais Bernard, si je comprends bien, l'entropie, c'est une espèce d'égalisation, de standardisation. C'est le contraire de l'inventivité, de la singularité de l'être humain, en fait. Et comment l'entropie, c'est l'état de désordre d'un système. Oui, selon le principe justement de thermodynamique. Mais au niveau, bien sûr, en thermodynamique, nous le savons, mais au niveau de l'humanité, cette entropie culturelle, entre guillemets, c'est une standardisation, c'est une perte d'originalité, c'est une perte des personnalités. D'ailleurs, on le voit dans l'art. Dans l'art, maintenant, certaines formes d'art, même l'artiste lui-même n'est plus important. Donc, on a dévalorisé aussi la valeur de l'être humain, de son inventivité, de sa singularité. Est-ce qu'il y a un espoir donc, parce que ce qui compte maintenant avec cette crise, c'est une note d'espoir. Et est-ce que, alors comment avec l'intelligence artificielle, qui est artificielle, peut-on articuler ça avec l'intelligence humaine et la créativité des êtres humains et ce que chacun peut apporter comme il a toujours apporté à la culture. On retient des noms qui sont chacun différents, qui ont interprété le monde à leur manière. Alors, pour vous répondre, je vais essayer d'être très, très concis. Je vais d'abord vous dire comment je définis l'entropie, moi. Il y a 3 types d'entropie en réalité. Il y a l'entropie thermodynamique, ça c'est ce que Boltzmann a rendu calculable, c'est ce qu'on appelle la physique statistique de Boltzmann, hein, et qui permet de calculer des états microscopiques qui sont invisibles à l'échelle macroscopique et qui sont des états d'entropie ou de négantropie, enfin d'entropie limitée. D'ordre local, par exemple, vous avez un endroit où il y a beaucoup de pétrole, c'est parce qu'il y a une concentration d'énergie sous forme d'hydrocarbures, et donc c'est ce qu'on appelle la low entropy, l'entropie basse, c'est-à-dire qu'il y a peu de dispersion de l'énergie. Ensuite, il y a l'entropie biologique. L'entropie biologique, c'est ce que certains appellent la 6e extinction de masse, c'est controversé, mais disons, c'est la baisse ça c'est pas controversé du tout, c'est la diminution de la biodiversité. Et c'est un élément extrêmement important de la sphère du Covid-19 parce qu'on attribue énormément à la diminution de la biodiversité la pénétration des virus interspécifiques, c'est-à-dire la sortie des espèces. Voilà. Ça se discute aussi, il n'y a pas du tout de consensus chez les virologues, mais enfin, tous ceux que je connais sont quand même plutôt orientés là. La 3e espèce d'entropie, c'est l'entropie informationnelle. Et c'est par exemple la mémétique mise en place sur Facebook ou sur Twitter, j'allais dire sur Trumper, voilà, qui produit des phénomènes totalement mimétiques et complètement stupides, c'est-à-dire des comportements de moutons. Voilà. Et malheureusement, on est dans une industrie de ça, aussi bien en Chine, en Russie, en Amérique du Nord, etc. Et c'est gravissime. Alors, est-ce qu'on peut lutter contre ça et comment est-ce qu'on peut reproduire de l'espoir? Moi, je dis que oui, absolument. Et il faut réinventer non seulement l'intelligence artificielle, mais l'informatique en général. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai travaillé avec un de mes anciens étudiants qui est devenu un des patrons de Google. En fait, il était responsable des infrastructures de Google, il s'appelle Joan Maté. Bon, il a gagné plein d'argent et puis il est parti, il a monté ses propres entreprises, il a monté une entreprise de médecine spécialisée en cardiologie, de data médecine. Mais au lieu de faire de la data médecine, comme on la voit très souvent, je connais un peu parce que j'étais rapporteur pour le Conseil national numérique de la data. J'ai fait un rapport en 2014 sur ce que c'est que la data médecine, donc j'ai un peu suivi le truc. Jean Maté, il s'appelle comme ça, a montré un système où vous avez des algorithmes qui font des analyses à très très grande échelle dans le monde entier sur des phénomènes des problèmes de maladies cardiaques. Voilà. Mais au lieu de fournir des diagnostics à des médecins, c'est un système qui met en cause des communautés de médecins, parce qu'il repose aussi sur un réseau social de médecins. Et ces médecins, ils sont challengés par les algorithmes qui leur disent maintenant délibérez entre vous et inventez. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de prolétariser les médecins, parce qu'aujourd'hui les médecins, les architectes, les avocats sont tous prolétarisés. C'est une catastrophe, parce qu'ils ne comprennent plus ce que produisent les machines. Et un jour, ils font des conneries inévitablement. C'est pareil en astrophysique. Moi, je travaille avec le CEA, les astrophysiciens, c'est pareil. Voilà. Et ça ne peut pas durer. Et ça, c'est possible si on réinvente 2 fonctions dans les machines informatiques.
d'abord une fonction de localisation, parce que la négantropie est toujours localisée. Donc, vous ne pouvez pas faire des généralisations universelles. Vous êtes toujours obligé de situer, par exemple, les phénomènes pathologiques qui sont situés quelque part. Et si vous éliminez le contexte, vous perdez toute l'intelligence de la pathologie. Et deuxièmement, imposer des processus délibératifs, c'est-à-dire que les propositions des algorithmes soient nécessairement mises en délibération. Alors, pas forcément par tout le monde. Ça, c'est le modèle, je dirais, un peu démocratie participative à la noix, mais par contre que les gens accrédités soient véritablement mis en obligation de délibérer, c'est-à-dire de remettre en cause leur savoir constitué et d'apprendre quelque chose avec ces technologies. C'est tout à fait possible. Moi, je travaille aujourd'hui très concrètement avec des architectes dans le domaine du Building Information Modeling. J'avais une réunion ce matin là-dessus. J'y travaille avec des médecins, justement, dans le champ de la pédopsychiatrie dont je parlais tout à l'heure. On est en train d'essayer de créer un réseau entre des parents, c'est-à-dire des patients, et pas simplement des médecins, mais disons un corps médical, des soignants, etc., etc. Et il est tout à fait possible de développer ce genre de choses. Et ça, c'est des nouveaux business. C'est-à-dire, mais il faut, si l'Europe veut développer des business nouveaux, eh bien, il faut qu'elle prenne des nouveaux modèles. Parce que si c'est en essayant d'imiter les Chinois ou les Américains, ça, c'est foutu d'avance. Merci Bernard. Oui, donc on peut penser que la mondialisation va encore augmenter le degré d'entropie de nos sociétés, sauf à être créatif et à trouver des solutions. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été abordées, je vous demanderai d'être très concis, c'est l'environnement, et puis tout simplement notre système de santé, c'est Richard Apps qui pose la question, est-ce qu'on peut imaginer une refondation de notre système de santé? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est passé d'un paradigme où notre société, le thème central de notre société, le primum movens, c'était véritablement la liberté, et on est passé à un autre paradigme qui est la santé avant tout. Alors, ça paraît incohérent de mettre en balance la liberté et la santé. Donc, il y avait deux questions. Qui veut, Pierre, peut-être? Ça fait un moment que… Non, sur ces questions-là, moi sur le système de santé, je ne peux pas m'exprimer parce que vu de ma fenêtre, ce que je peux dire, c'est que je constate que les Allemands dépensent beaucoup moins que nous pour leur système de santé et ont un système beaucoup plus efficace. Donc je me dis que quelque part, le nœud du problème est dans l'organisation et la gestion. Et ça, moi, je ne suis pas assez connaisseur de ce domaine-là pour m'exprimer. Je constate quand même que quand on va à l'hôpital, on est reçu tout de suite par des gens charmants, qu'on est soigné, et que quand on part en disant combien je vous dois, et c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, on m'a regardé avec des grands yeux en me disant combien vous nous devez, mais rien. Et ça, les Français ont oublié tout ça, ont oublié ce système dans lequel on est servi en permanence par des gens qui ont encore l'esprit de service public. Enfin, c'est ce que j'ai constaté, moi, qui sont à notre disposition. Et on peut utiliser des IRM, des scanners, des tas de machines qui valent des fortunes sans rien payer. Alors évidemment, des abus se sont créés. Puis, bon, moi, je connais pas plus que ça. Et après, sur le reste, moi, je partage l'avis de Bernard qui consiste à dire il faut se réinventer. Et moi, dans mon métier de président de fonds d'investissement, je constate qu'il y a des nouveaux modèles qui nous sont proposés. C'est très rassurant, c'est très enthousiasmant. Des nouveaux modèles et les nouveaux modèles qui nous sont présentés, nouveaux modèles d'affaires, les nouveaux business, prennent systématiquement en compte la notion d'environnement. Sinon celle d'environnement, celle de solidarité. Et les jeunes sont bien plus concernés par le sens qu'ils trouvent dans l'entreprise que nous l'étions nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne fait pas de bien, qui n'a pas un impact positif sur son environnement, elle a moins de valeur aux yeux d'un primo, je ne sais pas qu'on appelle ça, celui qui rentre sur le marché du travail, vis-à-vis d'un autre. Voilà. Donc là, il y a des modèles qui changent et je crois que cette crise, elle va nous obliger à tel le phénix, renaître de nos cendres en étant plus rajeunis et peut-être pour vivre des jours différents. Bien qu'il y ait beaucoup de philosophes qui considèrent qu'on aura oublié ça dans 3 ans et que le monde repartira comme avant, ce qui est aussi une hypothèse qui paraît très crédible. Voilà ce que je peux dire simplement sur ce sujet-là. Et ce changement de paradigme qui est incroyable. On est passé d'une société qui recherche la liberté à une société qui met la santé en avant au premier point, en créant ce confinement. C'est terrible quand même. Oui, mais là, c'est la notion même de la mort qui est
est à étudier de près, parce qu'on a considéré qu'il fallait sauver la vie à tout prix. Et moi, je ne suis pas qualifié pour répondre là-dessus, mais je vois qu'en sauvant la vie, on a condamné des générations entières de jeunes de pays émergents qui vont se retrouver dans des situations de quasi de guerre civile. Alors moi, il faut arbitrer entre ça. Je sais pas répondre à ça. C'est pas mon domaine. Je sais pas. C'est étonnant de se dire que le monde, avec tout le XXIe siècle, n'est capable que de s'occuper de ce qui est immédiat, des morts que l'on voit immédiatement, et qu'on n'a pas su avoir une vision à long terme de ce qui va se passer et de tenir compte justement de ce. Et vous savez, un autre effet du confinement, moi j'ai vu hier qu'ils avaient libéré 10 000 prisonniers, c'est ça, je crois, ou je ne sais pas combien, 10 000 prisonniers parce que les conditions de distanciation ne sont pas possibles d'être respectées en cellule. Enfin, vous vous rendez compte, est-ce que c'est protéger la population que de libérer des prisonniers parce qu'on ne peut pas les respecter. Enfin, ce confinement, il aboutit à des choses qui sont invraisemblables et qui vont mettre la population en danger. En danger parce qu'elle n'aura plus de quoi se nourrir comme il faut, en danger parce que des tas de protections seront plus respectées. Enfin, je trouve ça. Je crois que le confinement va créer des effets collatéraux qui vont être dramatiques. La question, est-ce qu'il y aura une réflexion sur tout ça? Ou est-ce qu'on va garder la leçon, la mémoire est-ce qu'on garde d'ailleurs la mémoire des traumas collectifs, des crises? Est-ce qu'on tire des leçons? Ça, c'est une question. Alors, moi, allez-y. Gérard, tu voulais dire? Il n'y a pas de micro. Ah, micro. C'est notre ami qui. C'est bon. Voilà. Je disais, il y a quelques années, j'ai eu une discussion qui a abouti à un ouvrage avec le professeur Sicard. Didier Sicard, que vous avez le président du comité d'éthique, qui était le chef de service à Cochin, il me disait le grand problème de la médecine française, et dont on n'a pas soigné, si vous voulez, c'est le fait que individuellement vous êtes bien soigné. On n'a pas d'excellents médecins. Et la question de la santé publique, c'est considéré par le médecin français de base comme étant une fonction d'évaluer. Moi, j'ai un interne dans le service de santé publique, il a refait son internat pour ne pas connaître ce déshonneur qui était le sien. Et donc, dans tous les pays, en Allemagne en particulier, c'est peut-être leur force, c'est le développement de la santé publique, de centralisation de toutes les données épidémiologiques, etc. En France, on se moque un peu de la dimension collective de toute la nation. Il y a un deuxième point que je voudrais soulever, puisque nous avons un Marseillais avec nous. Il y a une chose, moi, qui m'a, depuis le début complètement, pour construire le centre bactériologique, épidémiologique le plus important de France et peut-être d'Europe, qui s'appelle l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille. Eh bien, ce qui nous sort comme information de Marseille, on voit dans les médias se développer, on les considère, ces données-là, comme étant produites par un charlatan, par un folklorique, je ne sais pas quoi. Et ceci pose un gros problème. Ou bien cet homme est un charlatan, il faut le destituer de sa fonction puisqu'il est payé par l'État, ou alors il faudrait établir avec lui un dialogue un peu plus civilisé que ces espèces de disputes de chiffonniers honteux auxquels nous avons assisté dans nos discussions sur la télévision. Le problème, le symptôme, professeur Raoult, incarne d'une certaine façon un des malaises de la médecine française. Oui. Okay. Peut-être voulez-vous que je dise un mot sur la médecine, la politique sanitaire. Enfin, je ne suis pas très qualifié pour en parler, mais je pense quand même que voilà, il y a des questions environnementales. Justement, vous aviez deux questions, la maladie, enfin la santé plutôt, et d'autre part l'environnement. On ne peut pas séparer ces deux questions.
Et donc, il y a une vulnérabilisation généralisée, ça a été très bien observé sur les gens qui sont les plus victimes, par exemple, du Covid, ce sont les gens les plus fragilisés par des maladies qui sont d'origine environnementale. Donc ça, il faut en tirer toutes les conséquences. Et après, bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a libéré 10 000 prisonniers, on a fait des choses absolument incroyables, on risque de... Mais le problème, c'est pourquoi? Alors, est-ce que tout ça, c'est tout simplement un enfumage, comme dit Trump, par les Chinois qui ont créé un... Non, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est comme ça parce que justement, il y a une situation d'extrême vulnérabilité et un désarroi immense sur comment faire en face, et ça a créé cette situation. Et par rapport à cela, vous parliez de la mondialisation tout à l'heure. Moi, je crois qu'on n'est pas dans un processus de mondialisation, mais dans un processus de globalisation. Cette globalisation a détruit les mondes, justement, la diversité des mondes. Ce qui fait que le monde est monde, c'est qu'il est divers. Il faut donc réarticuler la diversification. Et il faut en faire une économie. Et c'est tout à fait possible. Je travaille avec 4 territoires maintenant, la Suisse, la Croatie, la Seine-Saint-Denis. Je suis en train de développer des choses en Amazonie. Voilà, qui sont des territoires qui valorisent leur localité. Mais nous travaillons avec des grandes banques, la Société Générale, la Caisse des Dépôts, etc., pour faire en sorte d'inventer de nouvelles comptabilités qui sont capables d'articuler des valeurs territoriales et locales avec des marchés internationaux et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux et que, du coup, que la globalisation ne détruise pas les territoires, mais au contraire, les intensifie dans leur diversité. Ça, c'est la richesse et c'est la seule possibilité pour développer ce qu'on appelle de la résilience. Bien. Avons-nous d'autres questions? Jean-Luc? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas être l'occasion d'un changement, d'une prise de pouvoir d'une génération plus jeune? Moi, j'ai vu en consultation des patientes depuis 2 jours, là, j'ai repris un petit peu, et je suis surpris de la différence de l'approche entre les patientes, on va dire au-delà de 50 ans, et des jeunes patientes qui ont envie que d'une chose, c'est de repartir à fond et de revivre. Voilà. Donc, est-ce que justement, ce n'est pas le moment où il va y avoir une transition de génération après cette crise? Très probablement, moi je le crois, en effet, et je l'espère. Mais ça veut dire qu'il faut nouer les discussions entre les générations. Ça, c'est très important. Je travaille avec la génération Thunberg. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, la génération Thunberg? Je pense que c'est une génération qui est marquée par quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on soutient ce que dit Greta Thunberg. Elle dit des trucs qui sont inacceptables. Mais par contre, il s'est passé quelque chose. Il y a une bascule qui s'est jouée là. Et nous pensons qu'il faut reconstituer un dialogue entre les générations. Aujourd'hui, il est très largement rompu et c'est très dangereux. Et donc, voilà, il ne faut pas que ça se fasse uniquement dans le 5e arrondissement, le 6e arrondissement où j'habite à Paris. Il faut que ça se fasse en Seine-Saint-Denis, il faut que ça se fasse là où j'ai ma maison de campagne où je suis en ce moment, c'est-à-dire dans le centre de la France, on appelle la diagonale du vide. Il faut que ça se fasse partout. Et ça devrait être un chantier numéro 1 de réarticuler les rapports entre les générations. On en est très loin. Bien. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter parce qu'on a débordé un petit peu. Je voudrais remercier infiniment les 3 orateurs qui ont été brillants malgré les problèmes de technique chez Gérard. Je vous remercie infiniment. J'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter et peut-être de vous revoir au Sable d'Olonne en juin 2021 pour le Congrès national. On peut supposer qu'on sera déconfiné à cette époque. Inch'Allah. En tout cas, c'était très, très intéressant. Et puis, je voudrais juste terminer avec une diapo que vous connaissez et un bon mot de notre ami Socrate, Gnotis euton, connais-toi toi-même. Voilà, je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs. Merci Thierry. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci. Arrivederci.